Et on va enchaîner tout de suite. Je vais appeler Simon Chassard pour le deuxième groupe et Benoît Lajudi, le référent France Stratégie. Pour ce groupe qui s'est intéressé à un sujet ô combien d'actualité en plein vote d'une loi sur les compétences des collectivités, je veux bien sûr parler du sujet des métropoles et de leur avenir. C'est à vous, Simon, vous avez la parole tout de suite pour 5 à 6 minutes. Merci. Merci beaucoup. Madame la directrice, monsieur le commissaire général, mesdames et messieurs, un sujet effectivement essentiel qui est celui des modalités dans lesquelles la métropolisation sera réussie. Et en l'occurrence, c'est une question, mais nous n'avons pas le choix, nous devons réussir cette métropolisation. Alors nous avons travaillé sur la base de constats relativement simples, mais qui nous ont semblé tout à fait pertinents. Premier de ces constats, c'est que aujourd'hui la croissance est essentiellement concentrée dans les métropoles et que les métropoles ont un rôle particulièrement important en matière de structuration des systèmes productifs. Le deuxième constat, c'est que en raison précisément de cette concentration de la croissance et de l'activité économique dans les métropoles, nous courons un risque de fragmentation territoriale qui a été par ailleurs dénoncé par un certain nombre d'analystes, alors sur la base d'autres postulats, plus sociologiques qu'économiques, mais qui est un risque qui nous a semblé suffisamment important et suffisamment plausible pour essayer d'y trouver des solutions. Ce qui fait que notre approche a été une approche en deux temps. Tout d'abord, il nous a semblé rationnel de soutenir le phénomène de métropolisation et d'accompagner le développement du fait métropolitain, mais il nous a semblé tout aussi important de garantir que la croissance métropolitaine serait suffisamment inclusive pour que nous ne courions pas précisément ce risque de fragmentation territoriale. Alors nous avons donc travaillé sur trois pistes ou trois axes de propositions qui nous permettent justement d'adresser des réponses à l'ensemble de ces trois problématiques. Alors le premier axe, c'est la question de la gouvernance métropolitaine. Comment assurons-nous un processus décisionnel suffisamment efficient, alors tant au niveau politique qu'au niveau économique, pour faire que la métropole de demain nous permettre de prendre les bonnes décisions en matière de développement économique et d'aménagement territorial. Alors, un rapide retour sur la loi MAPTAM et la gouvernance tripartite qu'elle a mise en place nous a permis d'aboutir à la conclusion que nous étions dans l'obligation de mettre en place une gouvernance particulièrement intégrée de la métropole, ce qui implique que les compétences des métropoles soient en réalité définies de manière suffisamment exigeante pour éviter le risque d'une lecture qui serait trop municipale en réalité de la métropolisation et pour éviter une capture en réalité qui pourrait être considérée comme un peu trop politique de la métropole alors que les enjeux socio-économiques sont particulièrement importants. En la matière, particulièrement important également de réfléchir aux modalités d'association des acteurs socio-économiques à la prise de décision, et on insiste sur cet aspect. Véritablement, il ne s'agit pas seulement de les consulter pour avis, mais il s'agit de les impliquer dans le processus décisionnel au niveau métropolitain, tel que cela se passe par exemple dans le cadre de l'Agence de développement économique du Grand Londres, sur laquelle on pourra éventuellement revenir. Deuxième axe, et c'est le cœur en réalité de notre approche, qui s'est voulu particulièrement forte sur la régulation. Encore une fois, s'agit-il de laisser grandir les métropoles comme des isolats de croissance, ou s'agit-il d'accompagner la métropolisation de telle façon qu'elle sera inclusive et qu'elle bénéficiera à l'ensemble de nos territoires, ce qui évidemment est un objectif de politique publique, ou à tout le moins c'est ce qu'il est ressorti de nos échanges. Il est donc tout aussi important de concentrer l'effort sur la métropole, encore une fois parce qu'elle porte du fruit en matière économique, que de garder le souci des territoires qui ne sont pas métropolitains spontanément, qui ne sont pas connectés à la métropole et dont il faut évidemment tenir compte. Alors se pose du coup la question de la façon dont on réalise cet équilibrage. Deux impasses nous ont semblé certaines. L'impasse de la redistribution socio-fiscale telle qu'elle est pratiquée actuellement, dans le sens où l'assiette qu'elle représente n'est pas suffisante dans les années à venir pour couvrir le besoin de rééquilibrage que nous sommes appelés à mettre en œuvre, et l'impasse de la coopération territoriale telle qu'elle a pu être mise en place par la loi RCT de 2010, sur base volontaire, qui fait encourir le risque d'une concentration entre collectivités riches au détriment des collectivités moins riches. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire porter un effort d'équilibre sur la métropole qui pourrait elle-même la déséquilibrer dans ce processus d'enrichissement
qui est par ailleurs tout à fait bénéfique. Simplement, il s'agit de mettre en place un système institutionnel qui nous permettra de redistribuer les fruits de la croissance métropolitaine et de s'assurer que l'ensemble des territoires en bénéficieront. Et c'est pour ça que notre approche est une approche qui passe essentiellement par le développement de l'activité et de l'attractivité des territoires, avec un cœur qui est la métropole, et puis avec des politiques publiques qui augmentent en intensité, en réalité, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de ce cœur de la métropole. Alors, deux éléments de politique publique qui sont des éléments de proposition. C'est tout d'abord la reprise, le renforcement et la rationalisation de la politique des pôles de compétitivité dans une logique de mise en réseau des territoires entre eux, puisque les analyses de France Stratégie nous ont notamment amené à conclure qu'aujourd'hui le lien entre territoire et économie évolue très fortement et que les territoires sont appelés à s'intégrer dans des chaînes de valeur globales, internationales, et que nous devons nous mettre en œuvre des politiques qui nous permettront de les intégrer à ces chaînes de spécialisation au niveau international. Et c'est dans cette optique-là que nous préconisons le renforcement, mais la rationalisation de la politique de pôle de compétitivité et de clusters territoriaux. Un deuxième élément qui, nous tient encore plus à cœur, c'est celui de la mise en place d'un grand service public de l'attractivité des territoires, puisqu'il nous a semblé qu'une des façons d'assurer précisément une métropolisation équilibrée et harmonieuse, c'est de s'assurer que les territoires non métropolitains seront accompagnés dans le développement de l'activité et dans le développement de l'attractivité. Je m'explique, refus de voir des territoires devenir des territoires de repli, des territoires de repos pour métropolitains qui ne porteraient pas eux-mêmes d'activité économique. Dans le même temps, nous sommes bien conscients du fait que l'État n'a pas la capacité à imposer un certain niveau d'activité ou un certain niveau d'initiative ou d'innovation à un territoire. Du coup, comment faire pour apporter cette activité, pour apporter cette attractivité au territoire? C'est la remontée en compétences de l'État et de l'ensemble de ses partenaires sur l'ingénierie territoriale et sur le développement économique, avec la préconisation qui nous semble la plus urgente, c'est la mise en place d'une agence de développement économique nationale qui concentrerait l'ensemble des compétences et l'ensemble des moyens, qui serait une priorité nationale et qui nous permettrait d'intervenir au plus près des acteurs, collectivités comme chefs d'entreprise, pour assurer, encore une fois, un service d'ingénierie, au plus près de la décision économique. Alors, troisième série de considérations, et j'en terminerai par là, sur la façon dont l'État doit s'organiser face aux faits métropolitains. C'est-à-dire comment l'État doit-il structurer à la fois son administration et son action pour tenir compte de ces nouvelles problématiques. Alors les objectifs pour l'État, ils sont très clairs. Structurer le fait métropolitain, accompagner son émergence là où il n'existe pas spontanément, défendre un intérêt métropolitain qui soit suffisamment ambitieux et intégré pour éviter de retomber précisément dans une lecture trop municipale de la métropolisation qui viderait en réalité la métropole de l'intérêt qu'elle présente aujourd'hui en termes économiques, et puis assurer, encore une fois, la cohérence territoriale en garantissant que les territoires qui ne sont pas spontanément connectés à la métropole soient inclus dans ce processus de métropolisation harmonieuse. S'agissant de la mise en œuvre, recommandations alors qui ne révolutionnent pas la déconcentration, mais qui, à notre sens, nous permettent de manière relativement souple, de manière relativement simple et sans un déploiement de moyens dont l'État déconcentré n'a pas forcément les moyens d'ailleurs, d'accompagner au mieux la métropolisation. C'est la mise en place de préfets délégués à la métropolisation, alors qu'ils ne sont pas des préfets bis pour les métropoles, mais qui sont en réalité des préfets délégués qui auront vocation à assurer l'interface entre l'exécutif de la métropole et l'État. L'objectif concrètement, c'est de s'assurer qu'il y a quelqu'un du côté de l'État pour activer rapidement et de manière efficace l'ensemble des services sur les sujets d'importance pour la métropole. La question de la remontée en compétence de l'État sur l'ingénierie territoriale et le développement économique dans le cadre du service public, de l'attractivité que j'évoquais tout à l'heure, et puis de manière générale l'importance pour l'État d'assurer la coordination entre les métropoles et les régions, puisque dans le travail de France Stratégie, les régions sont pensées comme des échelons de coordination en réalité et de redistribution de la richesse métropolitaine. Vous avez une région qui a un chef-lieu qui est une métropole, la métropole produit de la richesse, la région a la charge de reproduire ou de faire rayonner cette richesse et cette activité sur l'ensemble du territoire. Eh bien l'État, en la matière, il nous a semblé, a un rôle à jouer, rôle d'interface, encore une fois, d'échelon de coordination entre la métropole et la région. Ce qui nous amène donc à nos trois propositions. La première donc, qui porte sur la gouvernance, la seconde sur la question de l'effort porté sur l'équilibre de cette métropolisation, et la dernière sur l'organisation, la structuration de l'action administrative face aux faits métropolitains. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Alors, on a parlé pôle de compétitivité, on a parlé de la création d'une agence de développement économique nationale. Monsieur Pisani-Ferry, peut-être une réaction par rapport à ces travaux? Merci. Je crois que c'est un sujet qui est présent partout, enfin dans tous les pays, hein, le fait métropolitain. Tous les travaux qu'on fait, qu'on recense, montrent que la métropole concentre les facteurs de croissance, et c'est pas simplement un jeu à somme nulle. C'est-à-dire c'est pas que la métropole capte les facteurs de croissance, c'est qu'elle crée des facteurs de croissance, et donc la collectivité a intérêt au développement des métropoles. C'est ça le point de base. Mais en même temps, effectivement, elle crée une distance. Elle crée la tendance à concentrer les compétences, les capitaux, les entreprises, les laboratoires, qui sont tous plus efficaces dans le cadre de la métropole. Et donc, ça crée des facteurs d'inégalité qui sont, et plus que d'inégalité, des facteurs de sentiment d'être délaissé, de relégation qui se développe en dehors de métropole, dans tout ce qui faisait notre maillage traditionnel. Donc, c'est un problème de politique publique vraiment de premier rang. Alors, la réponse qui est donnée, il y a plusieurs lignes de réponse qui sont données. Vous avez fait référence à la position du CAE. Je suis pas tout à fait d'accord avec la synthèse que vous en avez donnée. La position du CAE, c'est de dire laissons faire. La responsabilité de l'État, c'est d'assurer que l'accès aux services publics de base est garanti sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut que, où que vous soyez né sur les territoires, vous puissiez avoir accès à une éducation de qualité. Mais ensuite, si vous devez migrer vers la métropole pour trouver du travail, eh ben, c'est la vie. Un peu une position. Bon. Par rapport à la position traditionnelle qui était on assure un développement équilibré du territoire. Donc, il y a des réponses de nature différente. Et nous, ce que nous cherchons à développer, c'est une réponse qui consiste à dire essayons de faire que la croissance de la métropole diffuse au-delà de la métropole elle-même, qu'elle ne diffuse pas intégralement, bien sûr, ce serait nier le fait métropolitain, mais que d'étendre la sphère des territoires qui bénéficient du développement de la métropole, et donc d'éviter une espèce de bipolarisation entre l'isolat de prospérité et puis des territoires qui crient misère. Voilà. Alors, par rapport aux propositions que vous formulez, je réagirais d'abord à cette idée de service public, de l'attractivité, de l'État, de l'ingénierie territoriale à travers une agence nationale. Je ne suis pas sûr qu'on soit à l'échelle. C'est-à-dire qu'il me semble que ce dont on a besoin, c'est quelque chose de très fin. Hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va permettre à telle ville qui se trouve à 10, 30, 50 km de la métropole de pouvoir bénéficier de cette force d'attractivité. Et donc ça veut dire des réseaux de transport, ça veut dire ce qui va permettre des migrations quotidiennes, ce qui va permettre de la mobilité quotidienne, c'est ce qui va organiser de la sous-traitance. Il me semble que ce genre de politiques sont des politiques très fines qui se conçoivent et qui s'exécutent beaucoup plus au niveau local. Donc c'est plus de construire un équilibre politique dans lequel il y a un acteur qui a intérêt à faire ça, puisque l'acteur métropolitain, le maire métropolitain, n'y a pas intérêt, puisque ce ne sont pas ses électeurs, et donc avec la meilleure volonté du monde, il va avoir tendance à privilégier la métropole. Donc c'est plus au niveau, me semble-t-il, de la région. C'est un point à discuter. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, c'est cette idée que l'État, finalement, face au fait métropolitain, doit se calquer d'une certaine manière. Vous avez employé cette expression, il faut insérer un préfet métropolitain. Je souriais en pensant à un préfet inséré entre Gérard Collomb ou Alain Juppé et le Premier ministre. C'est une position un petit peu inconfortable, me semble-t-il. C'est-à-dire que n'a pas nécessairement besoin, ces grands acteurs hein, qui vont être encore plus qu'aujourd'hui les grands acteurs du développement territorial, n'auront pas besoin d'intermédiaires et au contraire, ils passeront systématiquement par-dessus. Et je me demande s'il faut réfléchir à l'État calquant ce développement métropolitain ou au contraire adoptant une trame différente de présence sur les territoires qui soit justement hétérogène à la présence à ce qui naît du fait métropolitain, mais qui correspondent plus à des éléments de permanence, des éléments d'égalité sur une trame qui peut être différente. Je sais que certains avaient pensé par exemple à la trame départementale comme étant la trame qui demeure, la trame de présence et d'action de l'État, sachant que les collectivités élues décentralisées se développeraient sur une autre trame. Mais là encore, point à discuter.
Madame Loiseau, peut-être une réaction sur cette insertion d'un préfet métropolitain? Je pense qu'on voit que notre réflexion d'aujourd'hui, elle est datée. Elle est datée par définition d'un moment où la réforme territoriale est en cours, où les interrogations dont vous avez été les témoins pendant vos stages en territoire sont vives. Et d'une part, les réponses ne sont pas encore complètement apportées, y compris sur le plan législatif, et d'autre part, dans la pratique. Moi, je ne vois pas encore assez dans cette réflexion d'aujourd'hui l'existence de ces grandes régions et des compétences qu'on va leur donner. Je partage tout à fait l'avis de Jean Pisani-Ferry sur les questions de développement économique et d'équilibre entre les métropoles et le reste de leur région. C'est véritablement à la région d'avoir ce regard sur l'évitement de l'isolat, l'évitement d'un privilège naturel que les élus donneraient à la métropole par rapport au reste du territoire. J'ai beaucoup de mal à imaginer l'efficacité d'une agence de développement économique nationale pour répondre à ce type d'interrogation. Et s'agissant, j'allais dire, d'un préfet de plus, s'il n'a pas les moyens d'action, de travailler non pas face à la métropole ou contre la métropole, mais avec la région pour équilibrer le territoire, je ne sais pas très bien ce qu'il pourra faire, sauf à récolter des instructions et des injonctions contradictoires de l'État et pas être en état de les satisfaire. Est-ce que justement, avec la création de grandes régions, on a l'émergence d'une nouvelle génération de super-préfets, j'ai envie de dire? Muriel Métivé, est-ce que ces nouveaux super-préfets pourraient avoir dans leur périmètre d'intervention ces questions métropolitaines? Ce qui est assez sûr, c'est qu'effectivement, le super préfet de région aura face à lui un super président de conseil régional. Donc, il va y avoir des nouveaux équilibres à trouver. Moi, je partage assez l'avis de Jean et de Nathalie Loiseau. Je pense que, face à la métropolisation, la région sera probablement le cadre justement de diffusion de la croissance et quelque part peut-être un échelon un peu de péréquation entre la croissance métropolitaine, le fait qu'elle rayonne dans des territoires en dehors de la métropole. Donc à mon avis, effectivement, je pense que je suis assez d'accord avec la troisième proposition qui est de dire que l'État régional, le préfet de super région devra probablement être beaucoup plus stratège qu'aujourd'hui puisqu'il aura un territoire d'action qui sera quand même vraiment démultiplié avec effectivement des enjeux de diffusion de la croissance métropolitaine qui seront là aussi probablement démultipliés par rapport à aujourd'hui et donc il faudra qu'il ait une vision stratégique des grandes politiques publiques et comment elles peuvent contribuer justement effectivement à un aménagement du territoire et à un développement territorial plus équilibré. Alors faut-il toujours opposer l'action de l'État central et celle des collectivités sur ces questions? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres moyens de travail, de collaboration entre ces différents acteurs qui constituent tous l'action publique? Est-ce que sur ce sujet très discuté, la salle a quelques questions à poser à notre groupe de travail et à nos grands témoins? Oui. Bonjour, Sandrine Delsol de l'Eurométropole de Strasbourg. J'ai plus une observation à faire par rapport à ce qui nous a été présenté. On a parlé souvent des métropoles comme des points de réseau au niveau européen. Je ne vois pas la notion de territoire européen, d'équilibre de ce territoire-là et de réseau entre métropoles dans les réflexions qui nous ont été présentées. Donc, qu'en est-il? Est-ce qu'on est capable de sortir du raisonnement franco-français? Alors, peut-être sur cette question, une réaction de Simon? Oui. C'est un sujet qui a effectivement été évoqué dans nos discussions. Évidemment que, d'ailleurs, il existe déjà des formes institutionnelles qui permettent de coopérer au-delà d'une frontière. Heureusement, parce que ça permet effectivement d'augmenter encore ces effets d'agglomération qui sont particulièrement bénéfiques dans le cas des métropoles. Après, c'est vrai qu'on s'est concentré sur les sujets organisationnels qui sont des sujets plutôt franco-français, puisque en particulier la question de la péréquation ne se pose pas en France comme elle se pose dans d'autres pays pour des raisons qui tiennent à l'organisation de notre régime politique. Mais c'est vrai, c'est une dimension qui est tout à fait intégrable et intégrée dans nos réflexions.
Et d'ailleurs, je le dis d'autant plus volontiers que les remarques qu'on fait sont inspirées de comparaisons qu'on a essayé de faire avec ce qui se fait dans d'autres pays, en particulier cette question de l'agence de développement, qui s'appelle agence de développement économique dans le PowerPoint, mais qui intervient en réalité au niveau local. Hein. Véritablement, c'était l'intention, c'était vraiment de la faire intervenir au niveau local et d'avoir cette focale très, ce qui se fait par ailleurs en Allemagne ou au Royaume-Uni, par exemple. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question sur cette question du futur des métropoles? Oui. Merci, Chloé Lombard, élève de l'École nationale d'administration. J'ai été frappée dans la présentation, non seulement du sujet de la participation des acteurs socio-économiques. Madame la directrice faisait allusion en introduction à la nécessité d'écouter, de faire participer un certain nombre d'acteurs. Vous proposiez une voie délibérative pour ces acteurs. Est-ce que ce n'est pas aller un peu loin dans un processus existant de démocratie et de représentants élus? Alors à nouveau, je pense que Simon, vous pouvez répondre directement. De loin la question qui a été la plus discutée, à la fois dans le petit groupe de travail et puis ce matin. Si vous voulez, la métropolisation nous semble être une véritable opportunité d'introduire un mode de gouvernance qui n'existe pas en France, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est au niveau local, qu'on travaille sur des enjeux qui sont des enjeux la plupart du temps très concrets, très matériels, des enjeux de politique publique qui ont des traductions très concrètes pour les usagers au quotidien. Et puis la très forte sensibilité du public métropolitain, des citoyens métropolitains, à ces thématiques de la participation et de l'association. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur les modalités et sur le périmètre, en tout cas, d'association des acteurs de terrain à la prise de décision. À minima, celle des acteurs socio-économiques nous semble vraiment intéressante. Elle fonctionne très bien à Londres, parce que ça permet vraiment une prise en compte des intérêts des acteurs socio-économiques avec voie délibérative, on se garantit contre la tentation de les consulter pour avis de temps en temps et de ne pas tenir compte de ce qu'ils nous disent. En revanche, sur la question de l'association des citoyens en tant que telle, là, ça fait un peu plus de débat et j'ai pas de réponse toute faite en la matière. Une dernière question peut-être avant de passer au vote? Oui, monsieur? Oui. Ce n'était pas une question, juste une remarque sur quelque chose que vous avez dit, que les métropoles concentraient la richesse. En fait, on peut dire que les métropoles concentrent les inégalités sociales. Strasbourg est la troisième grande ville, après Lyon, pardon, pas Lyon puisque c'est une ville de taille beaucoup trop importante pour être comparée directement à Strasbourg, mais après Lille et Montpellier, Strasbourg est la troisième grande ville qui concentre des niveaux de pauvreté les plus forts. Donc voilà, c'est pour pas laisser courir l'idée que les métropoles égale richesse. C'est métropole égale concentration aussi des plus fortes inégalités. Vous souhaitez réagir, madame la directrice, peut-être? Je sais pas, je crois qu'il faut qu'on fasse attention quand on a ce genre d'évaluation et d'outils statistiques. Je pense que, on le sait aussi, les zones rurales isolées sont parmi les zones de très grande pauvreté en France et souvent celles qui sont oubliées des politiques publiques par ailleurs. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas d'inégalité. D'où l'importance d'articuler la croissance des métropoles. Alors je propose peut-être qu'on passe tout de suite au vote sur les propositions de ce groupe de travail, avec un récapitulatif de ces propositions. Donc, si vous souhaitez, si vous estimez que la proposition 1 est la plus importante, la forte intégration de la métropole et la gouvernance multi-acteurs, vous tapez 1. Ensuite, équilibrer la métropolisation par un effort porté sur le développement économique local et la mise en réseau des territoires, vous tapez 2, c'est la proposition numéro 2. Et la troisième, qui était le renouveau de l'État régional stratège, partenaire et intégrateur. Vous avez 30 secondes. C'est le moment de voter. Alors, une plus grande intégration de la métropole, un renouveau de l'État régional stratège, des préfets métropolitains, même si on a vu les limites de l'exercice.
ou la question de l'équilibre de la métropole et de sa périphérie. Tout de suite les résultats avec plus de la moitié de la salle qui privilégie la proposition numéro 2, c'est-à-dire équilibrer la métropolisation par un effort porté sur le développement économique local. Et donc cette question d'articulation de la métropole et de sa périphérie. On voit que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup et qui a beaucoup préoccupé aussi au moment des votes de la réforme territoriale et de la loi MAPTAM, donc qui a porté la création de nouvelles métropoles en France. Merci beaucoup pour ce travail, on peut vous applaudir. Et il est temps de passer à notre troisième groupe qui s'est intéressé à une manne de 42 milliards d'euros que distribue chaque année l'État sous forme d'aide aux locataires ou d'avantages accordés au secteur de l'immobilier. Il s'agit bien sûr des politiques en faveur du logement. Et pour nous présenter les résultats de son groupe de travail, j'appelle Ryan... Alors non, c'est Marc Simon pour ce groupe. Merci Marc de nous présenter votre travail piloté par le référent de France Stratégie, Pierre-Yves Cusset. Monsieur le commissaire général, madame la directrice, mesdames et messieurs, chers collègues et amis. Pour traiter la question de l'efficience des politiques du logement, nous nous sommes attachés à identifier les déterminants de la crise du logement, des difficultés. Oui. Petit détail technique sur la lisibilité. Bon. Les difficultés que rencontraient les promoteurs dans un premier temps pour libérer l'accès au foncier. En termes de foncier, il n'y a aucune pénurie physique. La seule pénurie est réglementaire. Pour quelle raison? Ne jetons pas la pierre aux élus locaux qui sont actuellement responsables des politiques à la fois d'urbanisme et de la délivrance des permis de construire, mais intéressons-nous au dilemme qui est le leur, c'est-à-dire celui d'équilibrer l'intérêt global que les citoyens expriment lorsqu'ils sont très majoritairement en faveur du développement des constructions nouvelles et l'intérêt particulier des riverains. Les logements, de manière assez paradoxale, suscitent les mêmes oppositions locales que la construction d'un incinérateur, d'un centre d'enfouissement des déchets nucléaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que les élus locaux n'ont pas grand-chose à donner en contrepartie à leurs électeurs lorsqu'ils autorisent des grands projets de construction. Les dividendes de la création de nouveaux logements se font sentir à long terme par l'augmentation de la population, génératrice de taxes locales nouvelles qui permettent le financement des infrastructures. Mais les exigences que leurs électeurs et les nouveaux arrivants leur imposent sont des exigences immédiates de création de routes, de capacité d'accueil dans les écoles, etc. Il fallait donc, sans remettre en cause de manière automatique la décentralisation des politiques d'urbanisme, s'interroger sur le positionnement idéal du curseur entre l'intervention de l'État et la démocratie locale. Le premier volet de réponse que nous avons choisi de soumettre à votre sagacité concerne une intervention réglementaire, à savoir repenser la gouvernance de l'urbanisme. France Stratégie proposait déjà, comme c'est le cas partiellement dans la loi actuelle, de développer les plans locaux d'urbanisme au niveau intercommunal. L'idée étant d'éloigner le centre de décision de la pression des riverains immédiats. La loi est déjà allée dans ce sens en interdisant les recours contre les permis de construire d'associations lilloises pour des opérations de promotion à Marseille. Allons plus loin. C'était un vrai souci signalé par les promoteurs qui parlaient de terrorisme judiciaire à leur encontre.
allons plus loin, systématisons ces PLU au niveau intercommunal et déplaçons la compétence d'instruction et de délivrance des permis de construire pour la remonter également à ce niveau. Dans les situations les plus extrêmes, de situations de zones de tension particulière ou d'hostilité des élus locaux, d'envisager la possibilité d'autoriser le préfet à délivrer des permis de construire. Non pas uniquement pour le logement social, mais pour toutes les opérations ambitieuses de construction, permis de construire qui pourraient déroger aux prescriptions d'urbanisme lorsqu'elles ont un caractère malthusien. Le deuxième volet de rénovation de l'approche locale de l'urbanisme est un volet incitatif. Comme je le disais, les élus locaux ont finalement, pour l'instant, peu d'intérêt à s'engager, à être des maires bâtisseurs. Nous proposons, pour répondre à cette inquiétude légitime, d'introduire un volet d'incitation avec d'une part un intéressement des communes aux plus-values d'urbanisme. Donc lorsqu'un terrain change d'affectation, ce qui est une décision purement réglementaire, la plus-value est captée par le privé. Lorsqu'une opération renchérit la valeur d'un terrain par la création d'une route, facilitation des accès, également. Un mécanisme de recaptation par la collectivité territoriale de la plus-value liée à ces décisions en matière d'urbanisme, lorsqu'elle a pour but de favoriser le logement, constituerait un premier volet incitatif. Et en parallèle, d'introduire dans la formule de calcul de la dotation globale de fonctionnement un paramètre nouveau qui serait le respect d'objectifs de densification de l'habitat. Là où ça a du sens, bien sûr, pour éviter de stimuler, de forcer les communes à stimuler leur construction dans des zones comme Saint-Étienne par exemple, où la problématique, c'est plutôt l'abondance des logements vacants et une problématique de rétention des habitants dans les centres urbains. Autre problème que nous avons constaté dans l'accessibilité du prix du logement neuf, c'est que finalement, il n'y a pas de marché de logement neuf. On a un marché de l'ancien sur lesquels la demande va se reporter lorsqu'il existe une offre de logement neuf. Dans ces conditions, qui est acheteur de logement neuf? Essentiellement, si on accepte les organismes HLM, des particuliers investisseurs locatifs ou des particuliers occupants. Dans les deux cas, leur moyen de négociation collective face aux promoteurs pour faire jouer le prix à la baisse est faible. On y trouve un volet pour l'intervention publique, dans la mesure où les collectivités contribuent par la maîtrise d'œuvre publique ou par la mise à disposition de terrain à la réalisation d'une opération, qu'elles puissent avoir la possibilité d'imposer des plafonds en termes de commercialisation des logements. Certaines communes, nous l'avons constaté en stage, pratiquent déjà de la sorte, mais de manière officieuse. L'idée serait de donner une base juridique solide à de telles pratiques. Dernière mesure, nous avons constaté qu'alors que la fiscalité devrait avoir pour but justement de contribuer à résoudre les problématiques du logement, un certain nombre de dispositions allaient à l'encontre des objectifs posés. Le niveau élevé des droits de mutation favorise une faible mobilité professionnelle des propriétaires, les incite à accepter des emplois à proximité de leur logement pour éviter d'avoir à débourser des sommes qui, suivant les départements, vont de 7 à 8% de la valeur du bien pour simplement permuter de logements à valeur égale. La taxe foncière, telle qu'elle est calculée, est génératrice d'inégalités importantes dans la mesure où l'assiette qui est retenue, les bases cadastrales, sont complètement dépassées, établies en 1970, très mal révisées pour suivre l'évolution des prix, et sur lesquelles les communes finalement
ajustent leur prélèvement par des taux qui n'ont plus rien à voir avec une taxe réellement assise sur la valeur des biens. Notre idée est donc, parmi plusieurs qui sont exposées dans leur rapport, celle qui vous est proposée ici, c'est la plus audacieuse, c'est de fusionner l'ensemble des mécanismes fiscaux portant sur l'immobilier au profit d'une taxe unique portant sur la valeur vénale des biens. Avec une assiette extrêmement large, le taux pourrait en être réduit. Ce qu'on a évoqué ici, c'est un taux de 1%, c'est une limite extrêmement haute. Pour donner quelques éléments chiffrés, en imposant la valeur vénale nette, c'est-à-dire résiduelle d'emprunt déduit sur les seuls logements, à 1%, on prélèverait 69 milliards, c'est-à-dire le rendement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc évidemment, le taux d'équilibre de cette taxe devrait être inférieur à 1%, suivant l'objectif qu'on souhaite lui affecter. À minima, remplacer les impôts que l'on supprime sur la fiscalité des revenus locatifs, les droits de mutation et la taxe d'habitation, la taxe foncière dans sa forme actuelle, avec un taux autour de 0,3-0,4%. Fiscaliser de manière équitable l'investissement dans l'immobilier par rapport à l'investissement dans les produits financiers, pour essayer de diminuer la part importante de l'épargne des ménages qui est captée par l'immobilier. Pour obtenir un taux équivalent de prélèvement, on se trouverait à 0,7-0,8%, voire aller au-delà, pour dégager des ressources qui permettraient justement d'abonder les ressources des collectivités territoriales pour qu'elles puissent conduire leur politique foncière. Je voulais remercier pour l'élaboration de ces propositions, tout d'abord Monsieur Cusset, avec lequel nous avons eu des échanges très constructifs, mes camarades Irène et Augustin, ainsi que l'ensemble des participants du groupe de ce matin. Merci beaucoup. Et on voit bien l'importance d'avoir ces référents de France Stratégie pour cadrer le... Bon, ils étaient très contents en tout cas de travailler avec vous. Alors là, il y en a quand même une proposition assez révolutionnaire. On remet tout à plat sur la fiscalité, on supprime les droits de mutation, on revoit les valeurs locatives, la taxe foncière, on fait une taxe à 1% sur la valeur vénale des biens. 1% étant une échelle très haute, vous nous l'avez expliqué. Une réaction peut-être sur cette proposition, pour le coup, vous vouliez instiller de la folie, on y est un peu, là, on révolutionne le secteur du logement et de la fiscalité sur le logement. Effectivement, on est dans les différents... Non, toutes les propositions sont en fait toutes assez audacieuses. Donc la question c'est est-ce que c'est justifié de proposer, comme vous le faites, une refonte complète en fait, des politiques publiques, des normes dans ce domaine. Ma réponse est oui, parce que la politique du logement, c'est tout de même, donc, vous avez cité le chiffre, c'est 2 points de PIB, pour des résultats qui sont extrêmement insatisfaisants. Et c'est un niveau très élevé en comparaison internationale. Très peu de pays qui atteignent un niveau de ce type, avec le paradoxe, vous l'avez aussi relevé, que nous sommes un pays peu dense, donc dans lequel, normalement, les problèmes d'accès au logement ne devraient pas avoir la même acuité que dans des pays très denses, dans lesquels, évidemment, le prix du foncier est naturellement beaucoup plus élevé. C'est un problème sur lequel nous avons utilisé l'argent public pour essayer de remédier à une situation insatisfaisante. Donc c'est un mécanisme de dépense publique palliative. Et la dépense publique n'est pas le bon instrument pour remédier à cette situation. C'est un mauvais usage de la dépense publique. Alors bien sûr, une partie de la dépense publique est indispensable, notamment dans tout ce qui est financement du logement social, mais toute une part de ce que nous faisons est structurellement mauvais, notamment tout ce qui conduit à laisser persister une situation dans laquelle l'offre est contrainte, pour les raisons que vous avez expliquées, et en même temps on subventionne la demande, ce qui veut dire que
bénéfices de cette subvention de la demande vont à la rente foncière. Donc il me semble que ça justifie dans ce domaine d'avoir des politiques qui sont effectivement plus audacieuses que la superposition de palliatifs avec lesquels on vit depuis des années et des années, où à chaque fois on rajoute une certaine couche de dépenses supplémentaires pour essayer soit d'inciter à la construction, soit de donner accès au logement et sans arriver à des résultats satisfaisants. Muriel Métivé. Peut-être quelques réactions aussi. Alors d'abord, le logement, c'est une politique publique qui intéresse fortement la réforme de l'État, parce que c'est une politique publique d'abord qui est une des principales préoccupations des Français depuis des années avec l'emploi. Pour les raisons que tu as rappelées, Jean, c'est une dépense de 42 milliards d'euros, je crois, avec des résultats qui sont insatisfaisants. Effectivement, il y a toujours un nombre croissant de mal logés ou de personnes pas logées du tout. La perception des Français, même ceux qui arrivent à se loger, c'est quand même le parcours du combattant pour accéder à un logement qui répond à peu près à ses besoins. Et donc, nous, c'est une politique sur laquelle on travaille pas mal, avec à la fois plusieurs évaluations de politique publique qui ont été lancées sur ce sujet, et puis un certain nombre de travaux aussi dans le cadre de la revue des missions de l'État qui s'intéresse à l'intervention de l'État et plus particulièrement des services déconcentrés sur ces questions de logement. Alors moi, 3 remarques par rapport aux propositions. D'abord, je trouve qu'effectivement, on a tout à fait raison d'être audacieux parce qu'on sait qu'il faut changer de paradigme. On est vraiment sur une politique qui ne marche pas. Il faut qu'on imagine autre chose. Nous, je pense qu'on a un certain nombre de rapports qui nous indiquent qu'il faut aller vers beaucoup plus de territorialisation. Ce sont des politiques, les politiques du logement qu'on a probablement gérées de manière trop nationale. Alors, en premier lieu parce qu'on les pilote avec un objectif national de construction de 500 000 logements, dont un nombre croissant d'experts nous disent que, premièrement, c'est pas forcément le bon chiffre, et deuxièmement, que évidemment, il n'y a pas un marché national du logement en France, il y a de multiples marchés, il y a des zones tendues, pas tendues, etc., que les besoins deviennent de plus en plus différents en fonction des populations, et donc il y a probablement à changer complètement de paradigme pour avoir une politique publique qui est vraiment bottom-up, c'est-à-dire qui se crée à partir des besoins locaux sur la base de diagnostics territorialisés, plutôt que d'avoir des grandes politiques nationales qu'on cherche à décliner, parce qu'effectivement il y a ces histoires de zonage, etc., mais enfin qu'on gère probablement de manière un peu trop nationale encore. Le deuxième point, et c'est effectivement, je pense, le sens d'un certain nombre de propositions, c'est que on pourrait être plus efficace si on jouait plus collectif. Si j'élargis un tout petit peu la problématique du logement à l'hébergement, hébergement d'urgence, etc., parce que bon, l'hébergement d'urgence, il se résout pas à travers plus de moyens, il se résout parce qu'on va organiser mieux la fluidité vers le logement. En Ile-de-France, on montrait par exemple qu'on pourrait reloger beaucoup plus de ménages d'allo si simplement on jouait collectif, c'est-à-dire que un maire d'une commune relogeait des ménages d'allo de la commune d'à côté au lieu de privilégier entre guillemets ces ménages d'allo. Et c'est vraiment, donc je pense que toutes les propositions qui vont dans le sens d'un jeu plus collectif, c'est-à-dire qui est effectivement prennent comme cadre d'action l'intercommunalité plutôt que la commune, vont à mon avis plutôt dans le bon sens. Puis la dernière remarque, c'est que je pense que c'est une politique sur laquelle l'horizon de 10 ans qui est proposé est particulièrement pertinente parce que on est sur une transformation qui est majeure. La question qui est posée, c'est vraiment la stratégie du changement. Comment on y va concrètement? Qu'est-ce qu'on fait demain, dans 1 an, dans 3 ans, sachant qu'il n'y a pas de grand soir immédiat de la réforme du logement, parce que toute modification, que ce soit de la fiscalité, des APL, etc., va créer des perdants, et on est sur un sujet qui est hyper sensible pour les Français. Donc la question, c'est vraiment comment on peut avoir une stratégie un petit peu construite du changement, plutôt que d'éviter de déstabiliser des marchés et des usagers qui n'ont pas vraiment besoin de ça. Là, jouer plus collectif, vous êtes d'accord, j'imagine, Madame la Directrice? Oui, je fais le constat sur cet atelier-là d'un certain nombre de réflexes que je suis heureuse de trouver parmi les élèves de l'école et que j'aimerais les voir conserver quand ils seront affectés dans leurs administrations futures. Le premier, c'est le constat lucide sur l'échec d'une politique, sans se voiler la face, sans se dire qu'on va faire comme on a déjà commencé, mais un petit peu plus ou différemment. Donc ça ne marche pas et donc il faut reprendre les outils à la base. Le fait que ces propositions ne proposent aucun nouveau mécano administratif, pas de nouvelles structures, pas de préfet délégué A. Et merci pour ce bon réflexe. Au contraire, avec un souci de simplification qui fait aussi partie des enjeux. On le sait en théorie, et puis on ne le retrouve pas nécessairement dans nos réflexions politique par politique. Et puis, comme vous le soulignez, une vision large de l'action publique, consistant à jouer collectif, consistant à ne pas opposer les acteurs les uns par rapport aux autres, mais en essayant de trouver un instrument qui leur permette de travailler ensemble. Donc,
surtout, n'oubliez pas cet état d'esprit dans quelques mois. Le message est passé. Est-ce que la salle a une réaction sur cette amélioration des politiques du logement en France aujourd'hui? Une question peut-être, même si l'exposé effectivement de Marc Simon était très parlant. Laissez peu de place au doute. Oui, au milieu. Si vous pouvez vous lever et redire votre nom, je sais que vous avez déjà posé une question, mais voilà. Oui, pardon. Olivier Causse, chargé d'évaluation des politiques sociales à l'Eurométropole de Strasbourg. Je voulais proposer un lien entre le premier exposé et le vôtre, et savoir si, sachant que les valeurs locatives sont en cours de révision, mais aujourd'hui les grilles datent de 1970, je crois, et vous proposez de travailler plutôt sur la valeur vénale. Pensez-vous qu'il soit pertinent de faire, comme le fait l'INSEE aujourd'hui pour les revenus fiscaux, diffuser une carte, un carroyage à 200 mètres de côté des revenus fiscaux en France, diffuser une carte identique, enfin je veux dire d'un type, pour les valeurs vénales? Marc Simon. Alors pour l'établissement, le calcul de la valeur vénale sur laquelle asseoir l'impôt, on pensait, ce qui est bien avec la valeur vénale, c'est qu'on la connaît à chaque transaction. On a observé, alors ça se sait peu, mais la durée moyenne de détention d'un bien immobilier en France pour un propriétaire, c'est moins de 7 ans. Et la durée médiane est de 5 ans et demi. Donc on a finalement, pour une majorité de biens, une réévaluation fréquente qui permet de bien prendre en compte les évaluations du marché. À titre intermédiaire, l'INSEE établit des indices, déjà des indices départementalisés, suivant une méthodologie qui, du fait de son échelle, ne reflète pas exactement les spécificités locales, et il conviendra effectivement, pour que l'impôt soit juste, donc acceptable, de renforcer le travail qui est fait pour aller jusqu'au niveau géographique le plus proche du micro-marché immobilier, tout en prenant en compte les évolutions différenciées, et c'est déjà le cas dans l'indice des prix, en fonction de la typologie du logement, du standing de ses aménagements, de son environnement. Donc oui, il faudra un investissement public pour aller dans cette direction, mais il sera moindre, à notre sens, que celui de la révision des bases cadastrales, qui reviendrait en plus à faire courir le risque de répéter dans les prochaines décennies le même défaut que ce que la création de ces bases en 70 a engendré. Je vois que ça réagit aussi parmi l'équipe de France Stratégie. N'hésitez pas à réagir et à prendre un micro hein, si vous en éprouvez le besoin. Et une autre question peut-être avant de passer au vote de la salle. Non, mais on va passer tout de suite au vote. Alors, on va avoir un petit récapitulatif de ces propositions. Ça va être intéressant de voir celle qui va être mise en priorité par l'auditoire. Parce qu'elles sont toutes excellentes, des FQC bien sûr. Alors, le vote du troisième groupe. La proposition 1, réformer la gouvernance locale de l'urbanisme. On a parlé de PLU intercommunaux notamment. La proposition numéro 2, inciter financièrement les collectivités à construire davantage avec un mécanisme d'intéressement sur les plus-values immobilières. C'était votre proposition. La 3, améliorer la mixité sociale en confiant aux collectivités un pouvoir d'imposer des prix de sortie de l'immobilier neuf en cas de maîtrise publique. Et la proposition numéro 4, revoir intégralement le traitement fiscal de l'immobilier, créer cette taxe foncière rénovée, de l'ordre de 1% ou un peu moins, de la valeur des biens, la valeur vénale des biens. Vous avez donc maintenant 30 secondes pour voter pour votre proposition préférée. Ah oui. Les gens qui sont satisfaits,
Alors, 5 secondes avant les résultats. On va voir ça tout de suite. La magie de la technologie. Ouh là 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 là, 60% pour la proposition 4, donc cette rénovation totale de la taxe foncière qui a complètement convaincu l'auditoire. Bravo Marc Simon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé et pour vos propositions. Merci à Pierre-Yves Cusset de France Stratégie de nous avoir accompagnés dans ce travail.